Alors, si le juge rend une décision et oblige l'enfant à voir son père qui est violent, à ce moment-là, la mère aura beaucoup de mal, effectivement, à protéger l'enfant, parce que si elle ne présente pas l'enfant au père violent, eh bien, effectivement, elle pourra être poursuivie pour non-représentation d'enfant. Donc, c'est vraiment un problème. C'est un problème très dommageable, parce qu'en réalité, l'arsenal judiciaire existe. C'est-à-dire que le juge aux affaires familiales pourrait tout à fait prendre en considération cette situation de violence. C'est prévu par la loi. C'est l'article 373.2.1 du Code civil. C'est la loi du 9 juillet 2010 qui avait ajouté des dispositions précises en cas de violence conjugale et qui disait qu'en cas de violence conjugale, on pouvait remettre l'enfant à l'autre parent par l'intermédiaire d'un tiers, ou alors on pouvait prévoir un droit de visite dans un point de rencontre, et surtout qu'il fallait prendre en considération l'intérêt de l'enfant et les pressions, surtout les violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents pour statuer sur cette autorité parentale. Donc tout y est finalement. Quand on regarde la loi, on pourrait très bien utiliser cet article pour dire, bah oui, le parent est quand même violent. Le problème, c'est qu'en France, on pense qu'un parent un conjoint violent peut être un bon parent. Sauf que quand on regarde toutes ces études, on s'aperçoit que le conjoint qui est déjà violent avec la femme expose l'enfant à la violence. Et déjà, rien que l'exposition, c'est déjà un stress post-traumatique. Donc, il faudrait quand même faire un travail d'information des juges, des professionnels de l'enfance, pour qu'ils s'aperçoivent quand même que laisser l'enfant avec un conjoint extrêmement violent, parce que c'est ça, le juge vous dit, oui, maître, le mari est violent avec sa femme, mais pas avec les enfants. Mais c'est ça le problème. On a toujours ça dans les procédures. Mais bon, ça évolue parfois. Ça dépend sur qui on tombe, mais c'est quand même problématique. Alors, il faut savoir aussi que le juge peut ordonner une expertise avant d'octroyer un droit de visite et d'hébergement, ce qui permet quand même d'avoir plus d'éléments. Alors, c'est toujours intéressant de regarder les pratiques étrangères, parce que au Canada, dans d'autres pays, ça se pratique autrement. Au Canada, il existe la notion d'exercice en parallèle de l'autorité parentale, qui n'a pas son équivalent en droit français, c'est-à-dire que les contacts entre ex-conjoints sont proscrits, parce que l'impératif de sécurité est majeur. Donc la résidence est fixée chez le parent non violent, et le droit de visite fait l'objet d'une médiatisation par un tiers. Ça, c'est au Canada. En Suède, en Nouvelle-Zélande, dans certaines provinces des États-Unis, c'est une visite médiatisée qui est décidée au départ, et ensuite, il y a une évaluation, et si elle est favorable aux parents violents, à ce moment-là, on peut lui octroyer un droit de visite et d'hébergement classique. Je trouve quand même que la position de ces États est beaucoup plus logique dans la défense de l'intérêt de l'enfant. Alors, si nous avons en France quand même un arsenal judiciaire qui nous permettrait de préserver cet intérêt en matière familiale, en revanche, en assistance éducative, aucune mesure n'a été changée. Et c'est vrai qu'en assistance éducative, il y a également une culture des éducateurs, une culture des travailleurs sociaux qui leur font examiner ces affaires avec un certain regard. Alors, la loi du 5 mars 2007 a privilégié le traitement administratif sur le traitement judiciaire, ce qui fait que maintenant, il y a une obligation de transmission à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation départementale de toute information préoccupante. L'information préoccupante, c'est une notion plus large que la maltraitance, sur un mineur en danger ou risquant de l'être, et est qualifiée d'information préoccupante tout élément d'information, y compris médical, susceptible de laisser penser qu'un enfant se trouve en danger ou en risque de danger. Alors, deux conditions doivent être réunies. La présence de difficultés, donc les violences conjugales sont répertoriées comme cas de difficulté, et deuxièmement, l'incapacité des parents détenteurs de l'autorité parentale à faire cesser ou évoluer le danger ou le risque.
En cas de situation extrêmement grave, un signalement peut être quand même transmis au procureur. Et même dans certains cas, le signalement est une obligation. Alors, le juge des enfants, qui intervient donc quand le traitement administratif a échoué, outre le fait qu'il peut être saisi par le procureur, peut également être saisi par les parents, le tuteur ou le mineur lui-même sur le fondement de l'article 375 du Code civil, en cas de danger pour l'enfant ou grave ou prohibition des conditions d'éducation. Je vous renvoie à cet article. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une affaire d'assistance éducative? Bizarrement, les éducateurs, les juges, tout le monde veut de la conciliation, tout le monde veut de la médiation. C'est vrai que c'est très à la mode. Bon. Mais le problème, c'est que ça n'est pas toujours possible. Le parent violent n'est pas toujours négociateur, pour le moins. Et c'est vrai qu'on pourrait penser que les éducateurs pourraient avoir un autre rôle, par exemple, mettre un frein à l'emprise de l'un sur l'autre. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que les professionnels, finalement, sont confrontés à des contradictions. Des contradictions entre la réalité de la situation de violence conjugale et l'essence même de leur métier. Par exemple, les juges ont à faire face à leur impartialité, alors que parfois, il serait quand même intéressant de prendre parti et de dire, ben voilà, il y a une situation de violence, parce que c'est vrai que le mot violence n'est pas toujours utilisé dans les cabinets des juges pour enfants. Les psychologues qui interviennent dans ces affaires-là, qui sont parfois influencés par les théories psychanalystes, ont toujours le principe de la neutralité bienveillante, mais la neutralité, quand quelqu'un est tapé sans arrêt, je ne suis pas sûre que ça soit le principe qui doit privilégier. La charge de la preuve, enfin, on voit qu'à ce moment-là, il y a quand même beaucoup de choses qui font que l'affaire n'est pas traitée de façon aussi efficace qu'elle pourrait l'être. Et c'est vrai également que la violence fait peur, qu'il y a un déni de cette violence. Parfois, on essaye de banaliser, les intervenants banalisent, parfois. Et parfois aussi, il y a même de la complicité institutionnelle avec l'agresseur, parce que c'est un peu, sans aller jusqu'au syndrome de Stockholm, c'est toujours plus facile parfois de s'identifier à l'agresseur qu'à la victime. Parce que s'identifier à la victime, c'est pas toujours très flatteur. Et donc, il y a toutes ces contradictions, tous ces sentiments, tous ces préjugés qui se mélangent et qui fait que la situation d'assistance éducative n'est pas toujours bien gérée. Et c'est vrai qu'on entend les éducateurs dire bah, écoutez, voilà, maintenant, il faut que vous vous entendiez. Alors que pendant la vie commune, il y a eu beaucoup de violence, tout d'un coup, à la séparation, ils doivent s'entendre. C'est quand même assez ridicule. Si déjà, pendant qu'ils vivent ensemble, ils ne s'entendent pas, comment voulez-vous qu'ils s'entendent au moment de la séparation? Il y a vraiment des préjugés, mais on se retrouve face à cette situation-là. Hein. C'est vraiment ce qu'on peut vivre au quotidien devant le juge des enfants. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des transformations. Peut-être que notre consoeur Nadine Ray en parlera tout à l'heure. Mais sur la durée, forcément sur la durée. Et il faut quand même accompagner les gens en attendant. Alors, il y a des mesures concrètes qui peuvent être prises par le juge. Par exemple, il peut y avoir un rétablissement des repères éducatifs pour la maman, avec l'aide des éducateurs, parce que c'est vrai qu'une femme qui est victime de violences conjugales, elle perd de son autorité est fragilisée, et donc elle a besoin d'être rétablie dans son autorité. Parce que finalement, l'enfant qui voit sa mère battre tous les jours, il n'arrive plus à lui obéir, enfin, ou alors il va se mettre du côté de sa mère, ou alors il peut même se mettre du côté de son père et devenir agresseur à son tour. Alors le juge des enfants peut aussi privilégier l'expression par l'enfant de son traumatisme, par exemple, au moyen d'activités, c'est des choses qui peuvent être faites. Et le juge des enfants peut aller aussi jusqu'au placement. Alors, c'est vrai que maintenant, on voit dans certaines situations de violence conjugale, et même de conflit, sans aller jusqu'à la violence, des placements d'enfants. Alors, monsieur le magistrat Edouard Durand, lui, il n'est pas tellement pour le placement, parce qu'il n'a pas tout à fait tort. Mais après, tout dépend de la situation. Parce que dans ces situations de violence conjugale, les liens tissés entre les enfants et la mère qui essaye d'être protectrice
quand elle peut, sont très forts. Et c'est vrai que rajouter à la situation de traumatisme, un traumatisme de plus, puisque la séparation est toujours quand même vécue difficilement, c'est pas toujours adéquat. Alors, évidemment, on peut pas, il faut faire du sur-mesure, on peut pas faire du prêt-à-porter finalement dans ce type d'affaires, parce que chaque cas est différent, tout dépend de la capacité de la mère. Mais c'est vrai que si on aide la mère à être capable, forcément elle va aider son enfant. C'est vrai qu'il y a quand même une logique de vase communicant, et si on aide la mère sera plus forte, et la mère sera plus forte, elle pourra aider son enfant. Alors après, vous avez des mères beaucoup plus déstructurées. Tout dépend finalement de la configuration familiale. Alors, on s'aperçoit finalement que la protection des enfants va dépendre des positionnements sociaux et judiciaires et médico-psychologiques, et dépend donc d'une certaine subjectivité des intervenants professionnels. Alors, il faut savoir aussi que quand il y a de la violence conjugale, le retrait de l'autorité parentale peut être prononcé par le juge pénal. Et c'est vrai que prendre conscience de l'impact grave des violences conjugales sur les enfants est important, parce qu'en fait, on s'aperçoit que l'enfant a un double préjudice. Il peut être à la fois victime par ricochet, c'est-à-dire par le préjudice d'affection, l'affection qu'il porte à sa mère, de voir sa mère battue, eh bien, ça lui fait un préjudice, qui est un préjudice par ricochet, et il est également victime directe par le fait de vivre cette peur, ou alors de vivre directement cette violence. Alors là, je voudrais vous lire une audition d'enfant dans une affaire où j'ai défendu la mère, et l'enfant était auditionné, et avec ses mots à lui, bon, évidemment des mots qui ne sont pas juridiques, il parle très bien, comme quoi il faut écouter les enfants, de préjudice par ricochet et de préjudice direct. Il dit ceci, c'est un petit garçon. Mon père a été violent avec ma mère. Il venait souvent à la maison, même quand ils étaient séparés. Il venait, et cela se passait toujours mal. Il frappait ma mère, puis il me regardait. J'avais peur. Il ne m'a jamais frappé. Mais c'est pareil, car cela me blesse quand il fait du mal à ma mère. Je lui en veux beaucoup pour cela. Cela me blesse quand il fait du mal à ma mère, c'est le préjudice par ricochet. Rien que de le voir, je ne veux plus le rencontrer à cause de tout ce qu'il a fait. Ma mère est allée à l'hôpital et moi en famille d'accueil à cause de lui. Et donc j'ai encore peur de lui. J'ai encore peur de lui, c'est le préjudice direct. Donc, vous voyez, un enfant comme ça, rien qu'avec une audition, c'est quand même intéressant d'écouter ce que disent les enfants. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un double préjudice, et tous les professionnels de l'enfance disent que l'enfant, quand il est victime directe, il est victime d'un stress post-traumatique. Alors, c'est quand même très important. Le stress post-traumatique a été défini dans la classification des troubles psychiques de guerre pour la première fois dans un décret du 10 janvier 1992, et c'est effectivement, sur le plan de l'intensité, c'est extrêmement important. Donc on s'aperçoit que le double préjudice de l'enfant implique une prise en charge spécifique de l'enfant. C'est-à-dire que protéger la mère, c'est protéger l'enfant au début, mais cela suffira peut-être pour faire cesser les violences. Mais après, il faudra quand même distinguer l'enfant et la mère, parce que chacun a un préjudice différent. Et en fait, on s'aperçoit aussi que c'est une question de chronologie. Au moment de l'impact, au moment des violences, le parent et l'enfant seront du même côté, forcément. Mais ensuite, il va y avoir une évolution en parallèle, c'est-à-dire qu'il va y avoir un préjudice de la mère, un préjudice commun entre la mère et l'enfant, et un préjudice de l'enfant. C'est-à-dire qu'il faudra quand même une prise en charge spécifique de l'enfant, je crois. C'est ce que disait d'ailleurs la Convention européenne des droits de l'homme, ou la Cour européenne des droits de l'homme, qui disait qu'il faut des mesures spécifiques pour les enfants, parce que l'intérêt de la mère et l'intérêt de l'enfant, s'ils se confondent à un certain moment au début des violences conjugales, après,
il se distingue, et c'est important de le comprendre pour mieux appréhender les soins qu'on va donner à l'un et à l'autre. D'après l'Observatoire, en conclusion, nationale de l'enfance en danger, il existe donc un déficit de la prise en compte des enfants exposés aux violences conjugales. En janvier 2016, la France sera auditionnée sur la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l'enfant et notamment de l'article 19 qui vise les violences, et donc les violences conjugales. Aujourd'hui, des études israéliennes prouvent que l'impact de la violence conjugale sur les enfants est équivalent au stress post-traumatique des victimes d'attentats. Et c'est vrai qu'en Israël, c'est un véritable laboratoire de stress. Donc, c'est un pays qui connaît bien le stress. Et toute cette violence a un coût financier qui a été évalué en 2012 par le ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à la somme de 3,6 milliards d'euros. Il est donc urgent, sur les plans humains, social, économique, de tout mettre en œuvre pour prévenir cette violence conjugale et protéger les enfants. Alors, différentes mesures pourraient être mises en œuvre. Une éducation à la non-violence, le repérage par les intervenants sociaux, les acteurs de la vie civile, comme les enseignants, les centres de loisirs, des campagnes d'information plus ciblées sur les conséquences des violences sur les adultes et les enfants, poser l'interdit de la violence à l'école dans le cadre d'un cours d'instruction civique, et enfin, des stages d'éducation à la conjugalité et à la parentalité. Pourquoi pas? On passe bien un permis pour apprendre à conduire.